Dans un tout nouveau rapport, il est suggéré que le chanteur David May est sur le point d'être inculpé, formellement accusé de meurtre après la découverte du corps sans vie de Céleste Rivas Hernandez dans sa voiture. Maintenant, si vous êtes choqué, si vous êtes confus par cela, si vous vous demandez quoi en penser, vous n'êtes pas seul. Nous allons analyser ces nouvelles informations et si elles sont vraies, ce que cela signifie et comment cela pourrait se dérouler. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Quelle mise à jour dans l'enquête sur David et Céleste Rivas Hernandez? Parce qu'après tous ces mois, après les spéculations, après les reportages sur les grands jurys, après les allers-retours pour savoir si le chanteur David est vraiment le suspect ou non, en lien avec la mort de cette jeune fille de 14 ans, Céleste Rivas Hernandez, qui a été retrouvée dans une Tesla, apparemment enregistrée au nom du chanteur de romance Homicide en septembre dernier à Los Angeles. Après tout cela, TMZ rapporte maintenant qu'il fera probablement face à des accusations de meurtre. Maintenant, je dois prendre un instant pour expliquer à quel point c'est déroutant. Si c'est vrai, d'accord, mais il n'y a aucun moyen de le confirmer officiellement. Les autorités ne confirmeront pas cela. Le New York Post rapporte qu'un porte-parole du procureur du district de Los Angeles a indiqué que l'affaire n'a pas été soumise au bureau. Mais TMZ rapporte qu'il est probable que David puisse être inculpé de meurtre, car le grand jury qui examinerait cette affaire pourrait être invité à prononcer une mise en accusation. En supposant qu'il y ait un grand jury, je pense qu'on peut dire sans risque que cela pourrait être vrai. Des informations ont circulé sur un grand jury et des témoins ayant comparu au tribunal, tels que le manager de David, Robert Morgan Roth. Si ces informations sont vraies, on peut supposer qu'un grand jury a été constitué. Mais nous avons toujours pensé qu'il s'agissait d'un grand jury d'enquête. C'est différent. Un grand jury d'enquête est celui qui aide à recueillir des preuves. Ils assignent des documents à comparaître, obligeant des personnes à témoigner, mais ils ne rendent pas réellement d'acte d'accusation. Et quand je parle d'acte d'accusation, je parle de charge formelle. Mais maintenant, TMZ rapporte que leurs sources non identifiées affirment que non. Le jury qui aurait entendu des preuves ces dernières semaines est un jury qui peut voter pour rendre un acte d'accusation. Et leurs sources leur disent que les autorités pensent que David était impliqué dans la mort de Céleste. Donc même s'il est vrai qu'il y a un grand jury et que ce grand jury peut inculper quelqu'un, savons-nous avec certitude que ce serait David qui ferait l'objet d'une inculpation? Et savons-nous si ce serait pour meurtre? Non, laissez-moi expliquer, car le mois dernier, qu'est-ce qui rend cela confus? Je veux remettre dans le contexte. Le mois dernier, le Los Angeles Police Department a publié un communiqué mentionnant, je cite, la Tesla en parlant du véhicule, là où Céleste avait été retrouvée. Le véhicule était garé là où il a été remorqué il y a plusieurs semaines. Mademoiselle Rivas Hernandez aurait pu être morte depuis des semaines avant qu'on découvre son corps. Le médecin légiste du comté de Los Angeles n'a pas encore déterminé la cause ni les circonstances du décès de Mademoiselle Rivas Hernandez. En conséquence, il reste incertain s'il existe une quelconque responsabilité pénale au-delà de la dissimulation de son corps, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas y avoir d'accusation d'homicide. Et puis, plus récemment, la police de Los Angeles a déclaré à KTLA qu'elle maintenait ce communiqué précédent. Donc si c'est le cas, pourquoi ce changement, n'est-ce pas? Si c'est vrai, David risque maintenant des accusations d'homicide. Que s'est-il passé? Ou d'ailleurs, va-t-il être inculpé uniquement pour la dissimulation ou l'abandon de son corps? Il se peut qu'il ne soit pas inculpé. Mais l'un des aspects complexes est de savoir si l'autopsie a révélé quelque chose, non? Les rapports toxicologiques et du médecin légiste ont-ils révélé quelque chose? Y avait-il quelque chose concernant la cause et les circonstances du décès qui a changé tout le scénario? Rappelez-vous, la cause et les circonstances du décès n'ont pas été révélées. Le Los Angeles Police Department a obtenu du tribunal la mise sous scellé des dossiers du médecin légiste sur la mort de Céleste. Le Los Angeles Police Department a affirmé que cela visait seulement à informer les détectives des homicides et vol des faits clés sur la mort de Céleste avant les médias et le public. L'ordonnance n'a pas visé à nuire à la transparence. Au final, on ignore si ces conclusions ont changé le résultat. Les choses ont-elles évolué? Oui. Il a été rapporté que David était considéré comme un suspect par la police, qu'ils examinaient cela comme un homicide. Pour être clair, cela n'a pas été confirmé officiellement. Les autorités ont seulement communiqué ce qui suit pendant Thanksgiving. Le département de police de Los Angeles a pris connaissance des récents articles sur l'enquête David Céleste Rivas et souhaite corriger certaines informations erronées. Le corps de Céleste Rivas n'était pas gelé lors de sa découverte le 8 septembre 2025, ni décapité.
Nous avons des preuves que David s'est rendu dans la région de Santa Barbara à un moment donné au cours du printemps 2025. La raison de ce voyage fait toujours l'objet d'une enquête et nous n'avons tiré aucune conclusion à ce stade quant à la pertinence de ce voyage pour cette affaire. Donc, oui, ce communiqué a été publié pour corriger certaines informations concernant l'état du corps de Céleste. Surtout à ce sujet, c'est pourquoi j'en ai parlé. Ils ont aussi évoqué ce voyage que David aurait fait. Donc c'était important. C'était une confirmation, c'était une sorte de confirmation qu'ils enquêtaient sur David d'une certaine manière. Et aussi, selon des reportages de médias comme Fox Los Angeles, David a cessé de coopérer avec les autorités. Il aurait également engagé un avocat. Il a retenu les services de la célèbre avocate pénaliste Blair Burke. Et aussi, je précise que nous ne savons pas où se trouve David en ce moment. Il n'a plus été vu en public après avoir annulé sa tournée suite à la découverte du corps de Céleste. Mais revenons à cela, revenons à ce rapport selon lequel il pourrait probablement être inculpé pour meurtre. C'est énorme. Et si c'est vrai, cela ouvre un tout nouveau chapitre dans cette affaire et pourrait potentiellement apporter beaucoup de réponses sur ce qui a pu arriver à Céleste. La jeune fille, qui a disparu en 2024 alors qu'elle n'avait que 13 ans, aurait entretenu une sorte de relation avec le chanteur de 20 ans. Je précise aussi que la procureure chevronnée en homicide, Beth Silverman, dirige cette présentation devant le grand jury. En fait, si l'on revient à Morgan Roth, donc l'homme qui apparemment gère David, dirige la maison de disques, TMZ a rapporté que Morgan Roth a été aperçu devant une salle d'audience, disant à son avocat que le procureur, donc probablement Silverman, je cite, « Elle a insisté pour savoir pourquoi je n'avais pas appelé la police. J'ai expliqué que je ne me sentais pas responsable et que je voulais juste poursuivre la tournée. Maintenant, tout cela s'est rapporté, nous ne pouvons pas le confirmer nous-mêmes, ce qui a été dit ou non, mais nous devons en parler. Et je vais aussi dire, selon TMZ, il a été entendu dans ce couloir que ce grand jury pourrait entendre des preuves jusqu'en février. Donc même si une inculpation ou une possible inculpation était en vue, il se peut que nous ne la voyions pas de sitôt. Je souhaite inviter mon ami, l'avocat Rich Schoenstein, pour en discuter, Rich. Tu sais, beaucoup de choses ici relèvent de la spéculation, beaucoup de choses sont rapportées en fonction de ce que nous voyons. Qu'en penses-tu? Ces informations te semblent-elles réalistes? J'ai expliqué combien tout cela est confus, contradictoire avec ce que nous avions vu, et qu'il y a un retour de bâton. Crois-tu que ce soit possible? En ce moment, on parle potentiellement de ce grand jury qui pourrait inculper David pour meurtre. Que penses-tu de ces informations? Je pense que c'est une possibilité et je suis d'accord avec toi. C'est spéculatif car on ignore ce qu'un grand jury fera avant qu'il agisse. Ce n'est pas une procédure en direct. Nous n'y avons pas accès, nous ne connaissons pas avec certitude toutes les preuves qui sont présentées, ni même quel est le but. Les premiers rapports disaient, je crois que c'était ce qu'on appelle un grand jury d'enquête, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est que vous avez beaucoup de témoins ou de témoins potentiels qui ne veulent pas parler aux autorités. Cela peut vous surprendre, mais certaines personnes n'aiment pas parler à la police, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires très médiatisées. Donc, vous convoquez un grand jury pour pouvoir assigner des personnes à comparaître, les faire venir, les faire prêter serment, les placer sous peine de parjure et les interroger devant un grand jury. C'est le pouvoir d'un grand jury d'enquête. Et c'est ce que nous pensions au départ qu'il se passait ici. À moins que les informations aient été erronées, à moins qu'il ne s'agisse vraiment pas d'un grand jury d'enquête, mais d'un grand jury chargé d'obtenir une mise en accusation. Ou bien il y a un deuxième grand jury qui a été constitué après le grand jury d'enquête, où il n'y a pas de grand jury, où il n'y a toujours qu'un grand jury d'enquête qui ne rendra pas d'acte d'accusation. Mais je suppose que la question est de savoir pourquoi cela a changé. C'est déroutant. Si cela a changé. Et écoute, je pense que toutes les possibilités que tu viens d'énumérer existent. Ça aurait pu être un grand jury ordinaire dès le début ou un nouveau, ils ont peut-être changé cela. Mais si cela est passé d'une enquête à la recherche d'une mise en accusation, alors cela me laisse penser que les procureurs estiment avoir rassemblé suffisamment de preuves pour soutenir une mise en accusation et poursuivre l'affaire. Ce serait la chose qui a changé la quantité de preuves que les procureurs avaient. Maintenant, je dois vous demander, si ces informations sont vraies, pourquoi ils pensent mentent maintenant à nouveau? On ne sait pas avec certitude. Mais pourquoi il pourrait y avoir une accusation de meurtre? Pourquoi il s'agirait d'un homicide, vous voyez? Qu'est-ce qui aurait pu les amener à conclure cela, alors qu'il y avait auparavant des déclarations indiquant qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre crime que la dissimulation d'un corps? On en a parlé? La mort de Céleste était-elle accidentelle? S'agissait-il d'une overdose? Nous n'en sommes pas certains, mais je me demande,
Y avait-il quelque chose? Disons que d'après le rapport du médecin légiste, les résultats toxicologiques qui indiqueraient qu'il s'agissait d'un homicide, d'un meurtre, que David serait prétendument responsable, nous n'en sommes pas certains. Mais qu'en pensez-vous? Si ce rapport est vrai, pourquoi chercher à l'inculper pour meurtre? Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Donc je ne pense pas que ce soit strictement lié au rapport du médecin légiste, parce que vous l'auriez su dès le début si ce n'était qu'une question de toxicologie. Et vous vous êtes dit, eh bien, ce n'est pas le genre de drogue que quelqu'un prendrait volontairement, c'est quelque chose qu'on leur a administré. Je ne sais pas si vous auriez eu besoin de passer par tout ça avec le grand jury, vous l'auriez probablement su rien qu'en voyant les produits chimiques. Donc, ce que ça me suggère, c'est qu'un ou plusieurs témoins sont venus et ont dit quelque chose. Peut-être que les enquêteurs ont une histoire plus cohérente concernant le mobile, peut-être qu'ils ont des preuves circonstancielles qu'ils n'avaient pas au début. Cela ferait paraître cela davantage comme un meurtre que comme un accident. Vous savez, chaque fois que l'histoire pourrait simplement être que quelqu'un essayait de dissimuler un corps. Vous allez toujours examiner cela de très près, vous allez toujours regarder ça et vous demander vraiment est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils se débarrassaient simplement d'un corps? Ou bien sont-ils impliqués ici à un niveau un peu plus néfaste? Donc, il y a toutes sortes de preuves différentes qu'ils auraient pu trouver. Comme il s'agit d'une procédure devant un grand jury, j'ai tendance à penser que ça doit être quelque chose de testimonial. Tu pourrais avoir totalement raison et tu l'as parfaitement expliqué. Mais je me demande, est-ce qu'il y a une possibilité? Et encore une fois, on n'en est pas sûr. En cas de décès lié à la fourniture de drogue, peut-on poursuivre le fournisseur pour meurtre ou homicide involontaire? Oui, je ne pense pas que ce soit courant. Si deux personnes consomment volontairement des drogues et que l'une d'elles meurt, on ne voit généralement pas de poursuite pénale contre l'autre personne pour avoir été le fournisseur. Là, on parle d'une victime mineure, n'est-ce pas? Donc ça ajoute un autre niveau ici. Il pourrait éventuellement y avoir une accusation pour avoir fourni des stupéfiants à un mineur, ce qui pourrait être un crime en soi. Ce serait différent si cette personne avait été un adulte. Mais de manière générale, quand deux personnes consomment et que l'une d'elles fait une overdose, je ne pense pas que l'on voit des accusations portées contre la personne qui a survécu. Et il est possible qu'il ne s'agisse pas d'une accusation de meurtre ou d'homicide, mais d'une accusation liée à la dissimulation ou à l'abandon du corps. N'est-ce pas? Je veux dire, il se peut qu'il soit poursuivi pénalement, mais pas forcément directement en lien avec sa mort. Bien sûr, à 100%. Il pourrait le poursuivre pour une autre accusation, pour avoir caché le corps, pour avoir entravé l'enquête, pour toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, Jesse, tu sais, une partie de tout ça concerne aussi le comportement du suspect. A-t-il été coopératif? Qu'a-t-il dit aux autorités? Les autorités pensent-elles qu'il coopère ou croient-elles qu'il leur fait tourner en rond, n'est-ce pas? Cela ajoute un niveau à ce qu'ils examinent. Et je veux aussi ajouter autre chose. Quelle que soit l'accusation potentielle, ou ce qu'elle pourrait être, ou ce qu'on prétend qu'elle est, la probabilité qu'un grand jury ici rende une mise en accusation est élevée. N'est-ce pas? Expliquez à nos téléspectateurs pourquoi. Il est plus probable qu'improbable qu'un grand jury rende une mise en accusation, compte tenu des preuves qui ont été présentées. Un grand jury est une procédure totalement à sens unique. Le gouvernement expose ses preuves, sa version et sollicite l'inculpation du grand jury. Vous n'entendez pas la défense. Personne n'est contre-interrogé par la défense. La défense ne présente pas de témoins. Et à cause de cela, il y a une tendance pour le gouvernement à obtenir une mise en accusation d'un grand jury quand il le souhaite. Il y a ce vieux dicton, on peut inculper un sandwich au jambon, ce qui veut dire en gros qu'on peut obtenir une mise en accusation quand on le veut. Je ne pense pas que ce soit vraiment vrai. Nous avons vu récemment que parfois les grands jurys repoussent le gouvernement et refusent en disant que ce n'est pas suffisant. Mais la plupart du temps, vous obtiendrez une mise en accusation lorsque vous en demandez une devant le grand jury. Les procureurs ont généralement assez de preuves pour porter des accusations s'ils veulent une mise en accusation devant un grand jury. Cela ne veut pas dire qu'ils ont suffisamment de preuves pour prouver leur affaire au-delà de tout doute raisonnable, mais ils ont assez de preuves pour porter l'accusation. Et pour revenir là-dessus, il y a des fondements à cela.
Il y a l'idée qu'il pourrait être poursuivi pénalement, parce que si vous l'associez, vous savez, aux forces de l'ordre. Le Los Angeles Police Department affirme avoir des preuves que David s'est rendu à Santa Barbara au printemps 2025. Nous essayons toujours de comprendre la raison de cela. Il faisait toujours l'objet d'une enquête, mais le fait qu'ils aient mentionné cela, la propriété où il aurait séjourné, à Los Angeles. Ce qui était apparemment près de l'endroit où la Tesla a été retrouvée, et d'ailleurs son corps a été retrouvé dans une Tesla. Apparemment, la Tesla était enregistrée à son nom. Le fait que TMZ et d'autres médias aient rapporté que son manager avait apparemment ou prétendument témoigné devant le grand jury, c'est un signe fort. Si vous représentiez David, diriez-vous, vous savez de rester vigilant. Il est fort possible que vous puissiez faire face à une accusation à ce stade, compte tenu de tout ce qui a été rapporté en ce moment. Eh bien, bien sûr, vous conseilleriez toujours à votre client que s'il y a une procédure devant un grand jury en cours, alors votre client est un suspect, que ce soit un suspect avec un grand S ou l'un des nombreux suspects. Vous donneriez toujours des conseils à votre client à ce sujet, à propos de la procédure devant le grand jury et de ce qui se passe, que c'est une possibilité. Et encore une fois, pour revenir à ce dont nous venons de parler, il est relativement facile d'obtenir une mise en accusation de la part du grand jury, et certainement ici. Beaucoup de spéculations et d'articles de presse l'ont désigné comme possible suspect. Il a donc sûrement été conseillé en conséquence. Est-ce que ce serait seulement lui qui serait inculpé? Ou bien, si une inculpation tombe, verrait-on plusieurs accusés parce qu'il y avait des discussions sur un éventuel deuxième suspect? Oui, enfin là, vous entrez encore plus dans la spéculation, donc je ne sais pas. Ça dépend de ce que dit l'enquête. Je suppose. En général, dans ce type d'affaires, agirait-il ainsi en cas d'inculpation? Tout le monde qu'ils peuvent inculper en même temps, ils le feraient, ou verrait-on potentiellement une inculpation contre David, puis un mois plus tard, une inculpation contre quelqu'un d'autre, ou voit-on généralement une inculpation contre plusieurs accusés? Je pense qu'on le voit de toutes sortes de façons, mais le plus souvent, on le verrait ensemble parce qu'il s'agirait d'un seul grand jury examinant un ensemble de faits et de témoins, et on le ferait ensemble. Mais si vous receviez ensuite des informations sur d'autres prévenus potentiels, vous pourriez rappeler le grand jury. Vous pourriez convoquer un autre grand jury, vous pourriez avoir une toute autre procédure, donc il pourrait y avoir d'autres poursuites par la suite. Je suppose que vous les feriez ensemble si vous le pouviez. Pensez-vous que, si ces informations sont vraies, il pourrait faire face à une inculpation? Pensez-vous que cela est un lien avec ce que nous avons déjà rapporté sur Steve Fisher, cet enquêteur privé engagé par le propriétaire de cette propriété où David séjournait, a vu les lieux fouillés par les autorités. Elle était apparemment près du lieu où la Tesla a été retrouvée. Steve s'est exprimé sur X. Mes propos ont été mal cités par certains. Ce que j'ai réellement dit à propos de certains objets trouvés à l'adresse d'ONI, c'est qu'il s'agissait d'objets que l'on s'attendrait à trouver dans une ferme plutôt que dans une maison. Dans les collines d'Hollywood, l'un de ces objets était une cage incinératrice, annoncée pour brûler à 1600 degrés. Les crémations humaines se font généralement à environ 1400 degrés. L'utilisation d'un incinérateur est illégale en ville et inutile dans une propriété résidentielle à Hollywood Hills. Certains diront que cet objet était destiné à servir d'accessoire pour une vidéo, si tel était le cas. Cela soulève plusieurs questions évidentes. Pourquoi une cage à oiseaux de 25 kg serait-elle livrée à une résidence privée au lieu d'être envoyée directement à un atelier de création d'accessoires ou à une société de production? Pourquoi l'aurait-on commandée avant une longue tournée mondiale? Et pourquoi n'a-t-elle jamais servi dans une production vidéo? Il est aussi important de noter la présence d'autres objets pouvant être utilisés avec la cage d'incinération. Pour être clair, cette cage d'incinération était neuve et inutilisée, encore dans sa boîte. Les restes de Céleste Rivas Hernandez ayant été retrouvés dans le coffre de la Tesla, la présence d'un incinérateur dans la même résidence liée à ce véhicule soulève des questions sur l'intention. La cage d'incinération n'a pas été prise lors de la perquisition car elle n'avait pas servi. Il semble que cela n'ait pas d'importance pour une éventuelle enquête criminelle, mais nous pensons que c'est un contexte important, même si ce n'est pas criminel. La cage à oiseaux et d'autres objets associés ont été livrés aux résidents sous un faux nom, bien que les livraisons aient été acceptées à la propriété. 6 juin, une photo de l'incinérateur à cage de combustion trouvé à la résidence et une image tirée des supports publicitaires du produit du Dr Burns. Je dirais aussi ceci, Steve est allé sur News Nation et a déclaré avoir trouvé une tronçonneuse. Il n'y avait aucune raison qu'une tronçonneuse se trouve dans la maison. Elle avait encore le protège-chaîne sur la chaîne elle-même. La voici avec une cage d'incinération. On se demande quel était le plan. Encore une fois, Steve Fisher le dit,
Nous ignorons ce que les autorités ont trouvé ou jugé pertinent dans cette enquête. Pourtant, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Je me demande si tout cela est lié aux nouvelles d'aujourd'hui. RICH. Eh bien, Ça pourrait tout à fait l'être. Et cela va soulever des questions de preuves fascinantes si cette affaire aboutit à une mise en accusation et à un procès. Je veux dire, maintenant, vous avez des preuves circonstancielles pour essayer d'établir que l'accusé avait l'intention de démembrer et ou d'incinérer un corps, mais ces objets n'ont en fait pas été utilisés pour démembrer ou incinérer un corps. Cela devient donc une preuve accessoire, circonstancielle, serait-elle même admise au procès? Pouvons-nous établir clairement que cela a été remis à cet accusé ou d'une manière ou d'une autre sous son contrôle ou d'une certaine façon lié à lui? J'imagine aussi qu'on pourrait dire que ce n'était que des accessoires pour une vidéo. Y a-t-il quelque chose de concret pour établir cela? Il y a tout un tas de problèmes liés à cette preuve. Mais oui, je pense que s'il y a un travail d'enquête, cela suggère que cet individu accumulait du matériel qui l'aiderait à se débarrasser d'un corps. Cela va résonner chez les enquêteurs et va probablement les pousser à vouloir obtenir une mise en accusation. pouvez-vous nous expliquer? Il pourrait d'entendre des témoins jusqu'en février, donc la mise en accusation n'est peut-être pas imminente. Si cela doit vraiment arriver, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Vous voyez, si une mise en accusation est prononcée, quelles sont les étapes suivantes? David, s'il est mis en accusation, se rend-il? Est-il arrêté? Quelles sont les prochaines étapes? À quoi devons-nous faire attention si cette affaire évolue dans ce sens? Oui, parfois les procédures devant le grand jury peuvent durer un certain temps. Elles ne commencent pas forcément un lundi pour se terminer un vendredi. Il peut y avoir des pauses et surtout avec les jours fériés ici, il faut les planifier, selon les témoins que vous souhaitez faire venir. Donc, j'adhère totalement à l'idée que cela pourrait durer jusqu'en février avant qu'il y ait une conclusion. À la fin de la procédure du grand jury, les procureurs demanderont un acte d'accusation. Et s'ils en obtiennent un, si le grand jury vote pour inculper, alors ils peuvent inculper et engager une procédure contre le prévenu. Il sera arrêté, il plaidera coupable ou non coupable. Une procédure au tribunal déterminerait s'il serait placé en détention. Pendant que la procédure se déroulait, ses avocats auraient la possibilité de demander l'abandon des charges retenues contre lui. Pour quelques motifs juridiques qu'il pourrait avoir, il y aurait une période de communication et de divulgation des éléments à charge, puis, vous savez, l'affaire suivrait son cours vers un éventuel procès. Et évidemment, il y a la possibilité, à n'importe quel moment de cette séquence, qu'il puisse y avoir une résolution négociée, qu'il puisse y avoir un accord de plaidoyer, qu'il puisse y avoir un arrangement sur la table. Ainsi, l'affaire pourrait être conclue sans autre procédure formelle ni procès. Merci d'avoir tout expliqué ainsi. C'est une excellente explication de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Avant de conclure, c'est aussi un point important. Quand aurons-nous des réponses aux questions que nous nous posons, et peut-être plus important encore, quand la famille aura-t-elle des réponses à ses propres questions? Parce que les conclusions du médecin légiste ont été scellées à la demande du Los Angeles Police Department, qui a sollicité une ordonnance du tribunal. On peut se demander si l'acte d'accusation listera tous les témoins et détaillera toutes les preuves. Le rapport du médecin légiste sera-t-il publié? Si un acte d'accusation est rendu, combien d'informations aurons-nous vraiment? Eh bien, tu sais ça aussi bien que n'importe qui, Jesse, parce que tu as lu pas mal de ces actes d'accusation. Parfois, ils sont un peu légers, je veux dire. Parfois, ils exposent simplement les faits sous-jacents du crime présumé et ils ne donnent pas les détails. En fait, je ne suis pas sûr d'en avoir vu beaucoup où tu obtiens une liste de témoins ou une liste de pièces à conviction. Tu n'as pas ce genre de choses avant d'approcher du procès. Tu ne vois les preuves qu'à la phase de communication dans la procédure pénale, donc tu pourrais recevoir un acte d'accusation dès maintenant. Est-ce que c'est une réponse pour sa famille ou pour la famille de la victime? Est-ce que c'est une réponse pour le public? Je suppose que c'est parce que c'est une affaire très médiatisée et de célébrité. S'il y a une inculpation, je suppose qu'il y aura des gens qui penseront que c'est une inculpation injuste. Je suppose qu'il y aura des gens qui prendront le parti de l'accusé. On voit beaucoup cela de nos jours, donc je ne sais pas si cela répondra aux questions de qui que ce soit. Pour moi, on n'obtient pas de réponse définitive tant qu'il n'y a pas de plaidoyer ou de verdict au procès. Merci encore pour votre temps, Rich Schonstein. Je vous en suis reconnaissant. Avec plaisir. C'est tout pour l'instant sur la barre latérale. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts.
Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber, à bientôt.